On va passer à la conférence. Le monde change, on le sait, on l'a évoqué. Ça pose quelques questions, évidemment. Eh bien, on va en savoir plus avec David Carvalho, le New Managing Director L2 Concept. Bonjour tout le monde. Donc là, vous avez eu les héros. Et comme tout bon Marvel, il faut un méchant. Et le méchant, c'est moi. Le monde change, changeant le monde. J'étais venu l'année dernière avec la grosse étiquette Pininfarina pour vous parler du futur glorieux, d'un passé iconique et d'un futur souhaitable. Et je viens ici comme un objecteur de conscience en tant que professionnel. Et aujourd'hui, on m'a demandé de faire une présentation. J'ai d'abord planché sur le titre, puisque je sais qu'un auteur, quand il édite un bouquin, le titre est très important. Et j'ai trouvé ce titre, Le monde change, changeant le monde. Alors j'ai fait une petite explication de texte, enfin de titre. Le premier est donné par des scientifiques. Le monde change. Je veux dire, ça vous a pas échappé, entre le Covid et le rapport du GIEC qui a été édité il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est pas quelque chose qui se lit d'une traite. Je pense qu'il faut prendre sa respiration. Au niveau émotionnel, il se passe quand même beaucoup de choses. Je vous invite vraiment à lire la synthèse pour les décideurs. Je pense que vous êtes des décideurs, que vous prenez des décisions qui ont un impact. Faites-le, parce que ça va changer votre vie. Et changeant le monde, c'est une conséquence, forcément, puisque à l'aboutissement de la lecture de ce document, vous vous dites que les choses ne peuvent pas continuer comme elles le font aujourd'hui. Et je crois qu'on a appelé cette séance disruption. Je suis désolé, j'ai pas entendu un quelconque message sur la disruption. Changer, c'est pas évoluer. Et je pense que, en tant que professionnel, je viens ici témoigner, et c'est un témoignage, c'est pas une présentation très robuste. Là, je me mets aussi à risque, parce que il y a une quête de sens qui est nécessaire en tant que professionnel pour pouvoir changer l'industrie. Je dis bien changer, et de prendre des décisions, des parcours professionnels qui nous permettra probablement d'infléchir la situation et l'évolution des choses. Je suis désolé de la gravité que je prends en termes du ton, mais je vais faire ça un peu plus léger après. Les deux mondes dont on parle ne sont pas les mêmes. Donc on parle, c'est le même nom, le monde. Le premier, il s'agit de notre environnement, là où on vit. Là, on puise l'énorme ressource qui nous permet de générer toutes ces technologies, toute cette innovation, qui ne rentre pas en ligne de compte dans les modèles économiques, comme vous le savez. Et le monde qui est évoqué sur la deuxième phrase, c'est tout le monde. C'est-à-dire vous, moi. Si le monde ne change pas, pourquoi je changerais? C'est comme tout le monde. C'est cette idée que finalement on se désincarne de la même manière que quand on pratique du design, on fait référence aux usages, aux usagers. Il y a une forme de désincarnation de l'humain pour pouvoir prendre des décisions comme un financier, et je l'ai pratiqué, où finalement on est des ressources avec des heures passées sur des compétences qui au final créent de la valeur, rentrent dans des systèmes économiques et permettent de produire encore des solutions et encore. Pour vous donner un petit peu de crédit sur ce que je vais accomplir, je suis à la moitié de ma carrière professionnelle. J'ai 48 ans, j'ai 2 enfants, 12 et 14 ans, qui me posent beaucoup de questions. Je leur pose beaucoup de questions aussi. Et j'ai encore 20 ans, je pense encore, en tant que professionnel, à exercer mon métier pour pouvoir produire de la valeur. Et ici, vous avez un résumé de ces 4 parcours. J'ai travaillé sur 4 industries. La première, chez Philips, dans le monde de l'électronique. Ensuite, j'ai été entrepreneur et j'ai eu une agence de design et de stratégie sur la cybernétique pendant 13 ans, qui a été rachetée par Dassault Systèmes pour développer la 3D Experience Platform sur le jumeau numérique, sur la 3e colonne. La 4e, j'ai été directeur du design d'Orange Monde sur la partie digitale, produit, expérience de marque, parcours utilisateur multicanal, développement aussi de l'implication de l'intelligence artificielle dans la relation client, multicanal aussi. Et dernièrement, Pininfarina, où j'ai été à un poste assez important, senior vice-président de la partie transport, produits industriels et architecture,
pour justement faire ce fameux virage du numérique pour une entreprise qui a 91 ans aujourd'hui et qui doit pivoter, puisque ces entreprises se questionnent beaucoup sur le futur et le rapport au digital est vraiment important. Et c'est une autre culture qu'il fallait intégrer avec du design d'organisation. Fort de toutes ces expériences-là, je suis passé en l'an 2000 avec une vraie vocation pour concevoir un produit avec une technologie complexe, une implication du praticien comme cet appareil ultrason pour faire des échographies, à gérer l'anxiété du patient, à penser aussi aux utilisateurs qui au final devra nettoyer le produit et garder une hygiène impeccable, avec une identité de marque qui montre les valeurs aussi de la marque Philips, jusqu'à le dernier produit que vous devinez, où finalement j'ai travaillé pour un consortium d'associations à but non lucratif, de collectionneurs assez exclusifs de véhicules avec des valeurs que vous imaginez même pas, et qui ont peur parce qu'il y a une désaffection de la nouvelle génération sur leurs véhicules, et ils ont peur que leur spéculation, leur placement sur ces véhicules puisse décroître. J'en dirai pas plus. Donc je suis arrivé au stade où, merci, je fais le constat qu'il y a deux mondes qui se côtoient, et vous verrez ensuite la justesse que je recherche dans mon travail et dans le rôle d'objecteur de conscience pour changer, pour regarder plus une dimension de progrès que d'innovation, de questionner la technologie pour pouvoir finalement répondre à ce challenge associé aux informations dans un monde qui va être de moins en moins stable et beaucoup plus instable. Je suis né en 73, dans les années 60-70, il y avait la culture du cool, de l'évasion. Je suis né à cette époque où finalement j'ai été invité à y participer, à de pouvoir adhérer à ces formes d'icônes, à être aussi cool que finalement ces héros. Et quand je regarde d'ailleurs la vidéo de Yamaha, je ne sais pas, il n'est plus là, bah c'est ça, hein, c'est du Steve McQueen. Je veux dire, on veut être cool, on voit personne bosser à ce moment-là, ou être dans une salle de réunion ou quoi. Non, je travaille, je bosse parce qu'au final, je veux paraître cool. Pour de l'évasion, la moto, le style de vie, tous ces éléments-là. Tout ça va me forcer à me consommer et de pouvoir finalement adhérer et afficher cette dimension-là. Mais de l'autre côté, les nouvelles générations, c'est pas mieux. À travers les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, il y a ce qui s'appelle le métaverse aujourd'hui, parce que la nouvelle génération se sent complètement exclue du monde réel, et donc ils créent un imaginaire grâce au monde digital pour pouvoir aussi générer une économie disruptive, pour pouvoir, où les marques s'engouffrent dedans, vous voyez au Hyundai, vous voyez d'autres marques, pour gérer une économie parallèle avec les crypto-monnaies, qui elles-mêmes disruptent aussi ces modèles-là, pour pouvoir aussi créer finalement un cocon, et le monde du digital tombe aussi dans ce piège-là. Et ces deux mondes ne se parlent pas et veulent se disrupter pour le coup l'une à l'autre. Elles sont assez agressifs l'une vis-à-vis des autres. Et en tant que directeur de création, c'est un autre rôle aussi qui est nécessaire, puisque la dimension narrative, quand on fait du design d'expérience, est très importante. Et l'enjeu aujourd'hui des créatifs, pour les marques, c'est de créer un lien entre ces deux mondes qui ne se parlent pas, qui se détestent même, et pour pouvoir rassurer, pour qu'on ne se pose pas trop de questions. On est dans une continuité, hein, le digital ça n'existe pas, ça n'a pas de conséquences, vous savez bien que c'est faux. Toute l'activité digitale est l'équivalent de 3 à 4 fois la consommation annuelle électrique française, et ça va en grandissant. Mais pour ça, je vous invite encore une fois à lire le résumé du rapport du GIEC. Faites-le. Là, c'est le suivant. Alors, je sais qu'il y a monsieur Biwix, ou Biwi, je ne sais pas, j'ai lu que son nom sur Internet, donc je ne sais pas comment ça se prononce, qui est un professionnel et qui a beaucoup étudié cette dimension-là. Moi, j'en suis encore resté à la synthèse. J'ai déjà eu des prémices quand j'ai lu le bouquin Limit to Growth il y a 6 ans, où j'avais déjà eu finalement des signes de questionnement sur les impacts de notre métier, et d'essayer de voir ou d'entrevoir, ou au moins au niveau de la stratégie, de questionner sur la durabilité de ces business models. Je pense aussi que ce que l'on vit à travers le Covid
le fait que vous avez peut-être commandé une voiture, qu'elle n'arrive toujours pas, ou que vous avez promis à Noël dernier à votre fils une PS5 que vous n'avez toujours pas, qu'il y a des frictions qui commencent à se mener aujourd'hui, qu'on continue à penser comme si le monde ne va pas changer. Or, vous le voyez qu'il est purement instable, avec des conséquences entre une faune et une flore qui se détruit, des incendies qui détruisent toutes les infrastructures, entre des inondations qui aussi balayent finalement ces infrastructures avec des coûts énormes. Donc, on doit anticiper le fait que ça, c'est déjà inscrit. On ne peut plus créer, imaginer des infrastructures dans un monde stable. Il faut commencer à anticiper le fait que nous en vivons dans un monde instable. Je ne serai pas un bon professionnel si je n'intègre pas cette donnée dans mon analyse et dans ma proposition de valeur. Alors la réaction que j'ai pu lire à travers mes différentes expériences, ou mes tentatives de discussion aussi avec d'autres professionnels, qui sont bien évidemment, je veux dire, et je les comprends, conditionnés par la maison qu'ils représentent, avec une voix officielle, parce qu'ils sont un instrument de communication qui fait que forcément il y a des choses qui ne se font pas. J'ai pu observer ces trois schémas que j'ai représentés un petit peu comme ça, après une fulgurance une nuit. Je les ai dessinés sur un petit papier et j'ai trouvé ce visuel libre de droit sur. Donc on l'a beaucoup entendu, la première, la flèche de gauche, oui, de votre gauche aussi. C'est avec la technologie on va y arriver. Je veux dire, oui, la ligne va s'arrêter, il y a une petite interruption, il y a un petit point noir là, mais on va passer au travers et c'est comme si rien ne s'était passé. On va continuer comme avant. Il y a une autre réaction, c'est que ouais, on va changer quelques trucs, on va raconter des choses un petit peu à tout le monde, du zéro émission, du propre, un peu de greenwashing, on va changer un peu quelque chose, et puis on va éviter le truc. Et puis l'autre, catastrophé, on va revenir en arrière, on va revenir au Moyen-Âge, au moins là, il n'y avait pas de problème, on va faire son petit potager, on va éluder le fait qu'on sera 9 milliards, et d'une certaine manière, moi je vais faire mon trajet en vélo, j'emmerde les autres, je suis clean. Voilà à peu près les trois réactions qu'on peut voir. Bien évidemment, les trois ne sont pas satisfaisantes, en tout cas par moi, par honnêteté intellectuelle, et du coup je me suis forcément posé la question pourquoi on était dans cette dynamique-là. Et le fait est, c'est qu'on n'a jamais été confronté en tant qu'humain sur le fait qu'il peut y avoir, par nos comportements, le changement d'une destinée, de manière collective. Je pense que le rapport du GIEC, c'est sa 6e édition quand même, hein, il y a eu 6 piqûres de rappel, nous dit que si vous vous mobilisez tous ensemble, vous avez la possibilité d'infléchir une dynamique qui est en route. C'est-à-dire la manière dont nous comportons, les décisions que nous prenons, la posture sur laquelle nous adhérons, a une influence sur notre environnement. Enfin, c'est quand même énorme. Donc du coup, là, on doit se dire qu'on a tous ensemble, et pas tout le monde, l'idée que collectivement, on a la possibilité de mettre en marche des choses pour pouvoir être sur des scénarios positifs. Alors c'est bien beau et ça me paraît moi impossible. Donc du coup, bien évidemment, je suis passé entre la colère, le déni, enfin tous les passages psychologiques que vous pouvez imaginer ces dernières années sur le fait que je suis passé entre les trois assez régulièrement. Et là, je vais vous faire état en fait de mes dernières réflexions en tant que professionnel. Ça me permettra, à travers aussi les réseaux sociaux, peut-être de me rapprocher d'autres, parce que je pense que c'est une question qu'il faut tous se poser. Et s'il y a des cercles qui permettraient d'animer et de pouvoir avancer sur cette question, je pense que, en tout cas, c'est ma manière à moi de gagner en robustesse sur ces réflexions. La première chose, c'est de la posture. Je pense que la consommation est au cœur d'un système économique dont la dynamique est entretenue par l'innovation. On a entendu beaucoup d'innovation aujourd'hui et je pense que c'est une dynamique sur laquelle je ne crois pas et sur laquelle je ne veux pas m'inscrire aujourd'hui. C'est pour ça que je suis très critique sur ma pratique du design ces 20 dernières années qui ont contribué finalement à l'impact que l'on mesure aujourd'hui. D'un autre côté, sachez que 90% des biens de consommation sur la planète transitent par les océans. Je vous ai représenté là un paquebot. C'est-à-dire que l'instabilité va même se voir au niveau des océans.
Et probablement, une bonne partie de cette marchandise va dériver, va échouer, va de toute manière pas arriver à destination. En même temps, on voit l'amoncement de ces biens de consommation, et je ne vois pas d'intérêt de continuer à la nourrir. À droite, depuis le début de l'année, 3 minutes, depuis le début de l'année, il y a tout un mouvement, et vous avez des talents en dessous, en dessous, on les appelle les do-it-yourself. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plateformes de réseaux sociaux, audiovisuels, aussi YouTube, vous permettent de pouvoir apprendre, de vous rendre autonome, et par vous-même, de pouvoir créer les équipements dont vous avez besoin, avec ce qu'il y a un petit peu autour, avec les compétences qu'il y a autour, afin de pouvoir produire vos propres solutions. C'est encore très artisanal, mais ça repose sur des plateformes, ça repose aussi sur des communautés, et finalement, il y a une dynamique qui se crée grâce à réseaux sociaux pour pouvoir encourager ce type de comportement. Je pense que les industriels, en tout cas dans l'imaginaire post-industriel que j'imagine, il y a un intérêt à professionnaliser ou à encourager ou à trouver que ce modèle-là doit s'émanciper et grandir. Je pense que c'est une posture qui est très résiliente, qui apporte beaucoup de sens à chacun de nous et surtout qui permet de pouvoir rentrer dans un système vertueux où le déchet des uns devient de la ressource des autres. Slide suivant. Pour cela, je m'entoure aussi de 2 profils de personnes que j'ai rencontrés et qui, pour moi, vont m'aider à passer le cap d'après. Je vous ai évoqué tout à l'heure les creative designers. C'est des gens qui sont entre des animateurs et finalement des réalisateurs de films ou des écrivains. C'est des gens qui ont la capacité d'écrire des histoires, de les raconter et d'embarquer beaucoup de monde avec. Parce qu'on a besoin d'un imaginaire positif afin de pouvoir avancer dans cette direction-là qui va demander beaucoup de ressources et beaucoup finalement de courage pour pouvoir pivoter et d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, ou en tout cas qui va demander forcément des renonciations qui sont forcément nécessaires. Pour le cas ici, c'est Patrice Maignan qui a créé Vie Arsenal, et dans le monde de la mobilité, il est très connu, c'est un grand influenceur, quelqu'un de très courageux, et qui est dans cette dynamique d'inventer ce futur audacieux et très attractif pour demain, en mettant en avant les artistes, les créateurs, les entreprises qui réinventent les schémas de la mobilité de demain. Petite dernière minute. Voilà. Donc, le sprint final. Je me suis rapproché aussi d'entrepreneurs qui ont des capacités industrielles, qui aujourd'hui prototypent. Il y en a aussi d'entreprises en bas. Je vous invite à se rapprocher d'eux parce qu'ils ont des capacités, ils ont un savoir-faire local pour réimaginer le manufacturing de demain. Donc ils ont cette capacité de pouvoir prendre vos idées, de les prototyper, de pouvoir les produire en local et au fur et à mesure de rendre en robustesse et aussi d'intégrer des partenaires locaux dans ces projets-là pour ensuite les opérer, mais aussi d'imaginer d'autres versions ou comment les cycles de vie de ce produit va pouvoir évoluer vers d'autres industriels pour d'autres besoins, pour d'autres services. Le test early, fail often, succeed faster est aussi une philosophie qui va vous permettre aussi d'autres méthodologies qui vont permettre d'avancer. Alors bien sûr, en tant que designer, j'ai voulu aussi un petit peu illustrer ça. Ce n'est pas encore robuste, mais je suis pas un fan du low-tech. Je suis pas un fan du virage finalement à revenir en arrière. Je pense que le digital va être de plus en plus sobre, énergétiquement parlant, parce que finalement les nanotechnologies vont nous aider à pouvoir traiter de la donnée de manière beaucoup plus sobre, d'une certaine manière. Je ne pense pas qu'on pourra gérer la complexité d'aujourd'hui, chacun individuellement, entrer dans des débats. Je pense que nos actes, notre comportement peut être mesuré et qu'il y a des patterns, des modèles, des choses qui vont nous permettre finalement d'arbitrer au final assez rapidement et de pouvoir finalement faire confiance à ces systèmes pour être à l'écoute de notre environnement. Je crois aussi qu'il va falloir ajouter des frictions. Je pense faciliter et fluidifier le parcours client. C'est une démarche qui va très bien pour faire du profit et pour pouvoir grandir la satisfaction du client.
mais je pense que la friction crée aussi une forme d'intelligence, comme le fait la nature. Quand il pleut, on se déplace moins vite. D'une certaine manière, la friction, à des moments clés où il n'y a pas suffisamment d'énergie, pas suffisamment de ressources, nous oblige à être inventifs, imaginatifs, pour pouvoir trouver des parcours alternatifs et de renforcer la solidarité. Je pense qu'il y avait un exemple sur la friction de la porte, où finalement on amène les personnes à être plus humaines, à pas faire confiance qu'à son téléphone, mais au contraire à la personne qui est aussi près de nous. Et je pense que c'est un beau projet de société, peut-être pas d'innovation, mais de progrès. Je passe très rapidement, mais il y a l'idée que penser un système ne doit pas être pensé chez Yamaha, chez la RATP ou chez n'importe quelle autre start-up. Il y a l'idée d'une ouverture, un peu comme ça se fait dans le digital, avec l'open innovation, avec l'open source. Ce sont des blocs qui sont partagés, et je pense que les industriels doivent s'inspirer de cette culture pour pouvoir, au contraire, créer des blocs qui peuvent être partagés et utilisés dans d'autres domaines, que ce soit la mobilité des personnes, des marchandises ou de l'agriculture. Voilà, je passerai là-dessus, ça sera, j'espère, pour la prochaine session numéro 7. Avec grand plaisir, merci voilà, beaucoup, merci. Toujours. Un plaisir. Même si vous nous bousculez, David, c'est toujours un plaisir de vous entendre, parce que... Non, je dis, même si vous nous bousculez, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup, David.